Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé où nous allons faire maintenant le dernier exercice de l'EDEC 2019, maths ECS. Et ne partez pas, nous ne sommes pas de retour au XXe siècle avec un sujet de l'ESSEC en 2018, en 1978, ça ne nous rajeunit pas. Mais pourquoi je vous ai mis en parallèle l'EDEC 2019 et l'ESSEC 78? Eh bien, c'est parce que le début de l'épreuve, on avait ici sur ce problème-là, on allait traiter de fonctions génératrices. Et fonctions génératrices, c'est type d'exercice qui ont jalonné l'histoire des mathématiques pendant des années. On commence ici par calculer G de 1, puis exprimer l'espérance de x en fonction de G, puis établir la relation V de x égale blablabla. Je précise quand même que parce que là on va rentrer dans le détail du problème, si vous voulez regarder l'analyse, faites d'abord le problème avant. Ça va vous prendre à peu près 1h30, 2 heures. Ouais, 2 heures, je dirais 2 bonnes heures. Et ensuite, vous pourrez bien profiter de toute l'analyse que je vais faire maintenant. Mais donc, le début est assez amusant parce que ça, c'était en 1978, c'était le début de l'ESSEC. Donc, regardez, hein, les pauvres, ça ne donnait pas envie, les sujets à l'époque. Mais voilà, donc ici, pareil, on avait que vaut fx de 1, donc là c'est pareil, g de 1. Et puis tiens, exprimer l'espérance de x et la variance à l'aide de f x' de 1 et f x seconde de 1. Fx, bon, désignant les dérivées premières et secondes, ok. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Établir, sauf que là, il nous donne le détail. Montrer que v de x vaut cette chose-là. Bon. Ok, donc on était plutôt ici content de voir que on fait des révisions de l'histoire des mathématiques, des épreuves du concours, et on va maintenant rentrer dans le détail. Alors ce n'était pas tout, hein, d'ailleurs je vous dis ça, regardez là, juste après, derrière, regardez en partie 2. En partie 2 là aussi, on est content. Donc là, le début c'était ESSEC 78, entre autres, hein, je ne suis pas allé encore avant. Mais c'est tombé, je ne sais pas, à l'Écricom en 2008, il y a eu aussi des histoires sur Écricom en 2008, en voie éco, l'Exo 3, il y a aussi des choses sur les fonctions génératrices, mais je crois que même à l'EM Lyon, là récemment, l'EM Lyon récent, il y a encore eu des fonctions génératrices. Bref, les fonctions génératrices, vous devez absolument savoir comment les gérer. Bon, et la partie 2, alors on était aussi très surpris d'observer que c'est exactement, presque mot pour mot, HEC 2000, voie éco. Math 2 pour être précis. Je vais vous montrer juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez, donc là on est sur du HEC 2000 option éco. On a, regardez le début là, HN. Alors, sauf qu'ici HN c'est la somme des 1 sur K, ils ont un peu changé, alors que là c'est UN. Et eux ils appelaient KN la somme des 1 sur K2. Mais on a vraiment les mêmes questions, au même emplacement. Bon. Pas tout à fait la même chose ici, mais c'est presque pareil. Et après, pareil, histoire d'équivalent et montrer que Hn converge. Et puis après, déterminer un équivalent simple de Hn moins Kn quand n tend vers l'infini. Ça, c'est en fait une question à la toute fin du problème. À la fin du problème, on nous dit montrer que Vn équivalent à ln de n. Et en fait, il faut se servir de l'équivalent. Ça revient quasiment même. Donc là, voilà, on avait aussi une partie très connue. Où là, d'ailleurs, dans HEC 2000, regardez, P de xn égale j égale n moins 1 sur n, blablabla. Et regardez ce qu'on a au-dessus, là, dans le problème. Tiens, P de xn égale j égale 1 sur n, P de xn moins 1 égale j moins 1, plus n moins 1 sur n, P de xn moins 1 égale j. Tiens donc, c'est fou, hein. Eh oui, ça ressemble. Donc là, vous avez une petite illustration du fait qu'à l'EDEC, un étudiant sérieux, normalement, finit par s'en sortir parce qu'il n'y a rien, ils ne réinventent jamais vraiment l'histoire des mathématiques dans leurs épreuves. Bon, c'est très bien, hein, c'est une très bonne. Là, c'est pour beaucoup ce sujet-là, pour moi, c'est sans doute un best-of qui peut tomber en concours blanc en première année, en fin de première année. Donc, c'est un super sujet de révision. En revanche, c'est rarement très original, mais ici, on avait quand même, en partie 3, un peu d'originalité dans l'analyse du Scilab. Allez, on est parti. Donc, ça, c'était pour le petit focus historique. On va maintenant regarder comment on pouvait gérer cet exercice. Laissez-moi m'y mettre. Hop, on est où? Voilà, on est là.
Donc là, ici, hein, comme le support de x est fini, on sait que E de x et V de x existent. Hein, donc vous pouvez le mettre en début de sujet. Il n'y aura pas de difficulté. Vous n'avez pas besoin de parler d'absolue convergence ou quoi. Bon, première question, donc G de 1. G de 1, c'est la somme k allant de 1 à n de P de x égale k. Bon, et là, ça doit vous faire penser quand même à un système complet d'événements. Sauf qu'ici, l'énoncé n'était pas... bon, quand on nous dit x prend ses valeurs dans un n, pour moi, ce n'est pas très clair. Est-ce que ça veut dire que x de oméga égale un n ou inclus dans un n? Ce n'est pas très clair. Moi, j'ai considéré, le plus compliqué en fait, pour que vous voyez comment ça se gère, que x oméga était inclus dans un n. Et donc, du coup, j'écris que x égale k, k appartenant à x oméga forme un système complet d'événements. Donc, la somme des p de x égale k vaut 1. Mais comme x de oméga est inclus dans n, ben, quand je rajoute des valeurs qui ne sont pas dans x oméga, leur proba est nul en fait. Hein, donc, du coup, on peut les rajouter. Et donc, on a somme k allant de 1 à n de p de x égale k qui vaut 1. On reconnaît bien G1. On conclut donc illico presto que G de 1 vaut 1. OK. Ça, c'était la première question. Deuxième question, l'espérance. Ben, l'espérance, là, ici, c'est une histoire de dérivée, c'est-à-dire que je précise que G est dérivable, parce que c'est une fonction polynôme. Je dérive et on obtient donc, en posant ensuite t égale à 1, et ben on obtient un résultat. Donc on a E de x qui vaut G' de 1. OK. Attention, on voit des erreurs fréquentes sur cette question, enfin heureusement pas trop fréquentes non plus, des gens qui confondent G' de 1 et G de 1'. Parce que si on vous avait dit exprimer x à l'aide de G de 1', il y a des étudiants qui vont dériver G de 1, bah, G de 1 ça vaut 1, donc quand je le dérive, dériver d'une constante ça vaut 0, et donc on ne s'en sort pas. Donc non, là ici il faut d'abord dériver G, et ensuite évaluer en 1. OK. Pour G seconde, en fait, ici, on montre de même que G seconde de 1. Là, il faut faire attention parce que quand je dérive G seconde, regardez, hein, ici, ça c'est G'. Quand je dérive, on a ici le premier terme, en fait. Donc, ici, là, le premier terme ici va être une constante, en fait. Si je vous l'écris, ça nous fait P de x égale 1 fois 1 plus la somme k allant de 2 à n du reste. Pourquoi je vous écris ça comme ça? Parce que je ne peux pas, quand je fais une dérivée, avoir t puissance k moins 2 et avoir ici la k qui part de 1. Il y aurait un bug quand k vaut 1, puisqu'on aurait du 1 sur t en fait. Donc, en fait, ici, il n'y a pas de 1 sur t. Pourquoi? Parce que le premier terme est nul. Ici, le premier terme, quand je le dérive, c'est une constante. P de x égale 1, quand je le dérive, ça fait 0. Et donc ici, cette somme, si on est parfaitement rigoureux, ça part de 2. Et donc ici, je rajoute le terme en 1 qui est nul, donc ça ne me pose pas de problème de le rajouter. Pourquoi je le rajoute? Parce que du coup, ça me permet ici de mettre k appartenant à x d'oméga, alors que quand ça part de 2, je suis moins serein. Parce que le x d'oméga, c'est inclus dans un n et non pas forcément dans 2n. Bon. Là, pour ceux qui connaissent leur théorème de transfert, ils reconnaissent que ça, c'est E de x moins 1. Et donc après, j'y arrive, parce que je me sers de Koenig-Huygens, et j'arrive à montrer leur résultat. G seconde de 1 plus G' de 1 moins G' de 1 au carré. OK. Ça, c'était donc première partie. Deuxième partie, là aussi archi classique, on va aller très vite, parce que ça, vous l'avez fait 10 000 fois en première année normalement. Donc là, ici, c'est une histoire soit d'inégalité des accroissements finis, que je n'ai pas faite ici, soit d'intégration, parce que c'est un peu plus rapide. Donc regardez, ici, on prend un t entre k et k plus 1. Je remarque 1 sur t compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. J'intègre en étant rigoureux dans la rédaction, et puis on obtient tout de suite le résultat. Donc, voilà, ça, normalement, ça doit aller. Montrer ensuite que, alors ça, moi, je vous conseille, quand vous avez ça, ici, clairement, il va falloir sommer, parce que UN, c'est la somme des 1 sur k. Je vous conseille de saucissonner en deux l'inégalité. D'abord, considérer le membre de gauche, et ensuite le membre de droite, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Il ne faut pas sommer forcément partout de la même façon. Là, quand on sommait la partie gauche de 1 à n-1, n-1, pourquoi? Parce que nous, on va aller jusqu'à 1 sur k plus 1. Donc, si je somme jusqu'à n, ça va faire le dernier terme, ça va faire 1 sur n plus 1. Donc, alors que moi, je veux jusqu'à 1 sur n. C'est pour ça qu'on a l'idée de sommer jusqu'à n-1 seulement. Et on obtient le résultat. Et puis, d'ailleurs, chose remarquable, on observe que quand je somme la partie gauche de l'inégalité,
j'obtiens la partie droite de l'inégalité recherchée. De même, quand je vais sommer la partie droite de l'inégalité initiale, 4a, je vais obtenir la partie gauche de l'inégalité recherchée. Donc là, vous verrez, je somme aussi de 1 à n-1, tiens donc encore, alors que parfois, ce n'est pas la même chose, mais là, c'était la même chose. Et puis, on se rend compte que ça marche, il faut juste rajouter un terme manquant ici. Il manque le terme en 1 sur n, pas de problème, je le rajoute. Mais si je le rajoute à droite, il faut que je le rajoute à gauche. Donc du coup, ça nous fait bien le résultat. Bon, et l'équivalent, ici, il s'agit de diviser par ln de n, et puis on voit que tout va tendre vers 1, et donc il n'y a pas de difficulté. Ok, montrer que la suite HN est convergente. Donc là, attention, on ne tombait pas dans le piège d'essayer de montrer qu'elle est croissante, majorée, je ne sais pas quoi. Non, non, là, regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Somme des 1 sur K2. Somme des 1 sur K2, c'est ce qu'on appelle, donc HN, c'est ce qu'on appelle la suite des sommes partielles de la série de termes générales 1 sur N2, qui est convergente puisqu'on reconnaît une référence de Riemann, avec alpha égale 2, strictement plus grand que 1. Donc HN était bien une suite convergente. Ok. Donc là, l'étudiant, hop, on était au bout de 2h30 ici, très bien. Je rappelle que cet étudiant, c'est un étudiant qu'on accompagnait chez MyPrépa. Normalement, sur ce sujet-là, il devrait avoir 25 sur 20, donc vraiment, n'hésitez pas, si vous vous mettez en mode concours et que vous voulez réviser sur ce TEDx 2019, d'essayer de le faire en essayant d'avoir ce modèle-là en termes de vitesse. Ok, partie 3. Alors, partie 3, on avait un Scilab, mais qui était fondamental. Pourquoi? Parce que si on ne comprenait pas le Scilab, on ne pouvait pas faire la suite. Bon, on le faisait mal, en tout cas. Donc, ce qui confirme le fait qu'il faut absolument faire du Scilab. Si vous n'avez pas mis le Scilab dans vos priorités, c'est une erreur. Il faut mettre le Scilab dans vos priorités quotidiennes. Donc là, ici, il nous demandait ce qui se passait dans ce programme-là. Bon, là, c'est pas très compliqué ici, ce commencement. Ici, ils veulent échanger AJ et AP. Bon, pour échanger AJ et AP, ici, il faut d'abord que la valeur de AJ, je la conserve dans aux, donc dans une variable auxiliaire. Parce qu'après, dans AJ, je vais mettre AP. Et du coup, je ne veux pas que la valeur de AJ soit écrasée par la valeur de AP. Enfin, elle va être écrasée. Mais du coup, il faut que je la conserve quelque part. Sinon, je perds l'information. C'est pour ça qu'il faut ici, dans auxiliaire, mettre la valeur qu'il y a dans AJ. Et puis après, dans AJ, je vais mettre la valeur de AP. Et dans AP, je vais aller chercher la valeur qu'il y a dans aux, qui était conservée. Et du coup, ça nous permet comme ça d'échanger les deux variables. Donc là, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire des systèmes de boîtes comme ça. Moi, je faisais souvent ça comme ça. Donc là, on a AJ. Là, on a AP. Et du coup, ici, si on a une variable auxiliaire, la valeur de AJ, tiens, je vais la conserver là-dedans. Du coup, après, dans AP, je vais mettre cette valeur-là. Et puis, dans le nouvel AP, je vais y mettre la valeur que j'ai conservée. Voilà, c'est une histoire de cycle comme ça, où je pense que vous avez compris. Ok. Là, ok, ils ont juste échangé AJ et AP. Très bien, voilà, c'était tout. C'était la seule question ici. Et donc compléter le script permettant d'échanger les contenus des variables AJ et AP. Au passage, on repère qu'ici, on a A initialement, on a en fait A1 qui vaut 1, A2 qui vaut 2, c'est ça que ça veut dire, hein, AN qui vaut N. Mais après, derrière, ils remélangent tout en fait. Ici, ils vont un peu mélanger les variables de manière aléatoire. Ce qui fait qu'on n'aura plus cet ordre-là. Ok. D'ailleurs, là, ils mettent. On suppose dorénavant qu'après exécution du script précédent correctement complété, le vecteur A est rempli de façon aléatoire. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, ici, il mélange de manière aléatoire les entiers 1n, de telle sorte que les factoriels n permutations soient équiprobables. Ok. Bon, après, on considère alors que les commandes Scilab suivantes, donc exécutées à la suite du script précédent. Bon, là, on va nous poser des questions là-dessus. Les questions, expliquer pourquoi à la fin de la boucle for, la variable m contient la valeur n. Moi, là, je vous invite, quand vous avez cette question-là,
Bon, on peut regarder peut-être la suite aussi. Quel est le contenu de la variable C affichée à la fin de cette commande, de ces commandes, parce qu'en fait, on va faire les deux en même temps ici. On va analyser les deux en même temps. Donc, on cherche à montrer que M vaut N et C, on ne sait pas ce que c'est. Bon, je me remets dessus, donc là, on est là. Moi, je vous conseille, dans ce genre de questions, de prendre des exemples. C'est comme ça que j'ai compris, à l'époque, c'était Turbo Pascal, ensuite Scilab, l'algorithmique de manière générale, il faut essayer de faire des tests. Et donc là, en fait, j'ai pris des exemples simples. J'ai dit, tiens, je vais prendre un exemple 1. Si on a une suite croissante comme ça, A1 vaut 1, A2 vaut 2, AN vaut N, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me mets à la place de l'ordinateur. OK, M vaut A1, donc ça vaut 1. OK. Et C vaut 1. D'accord. Donc au début, on a M qui vaut 1 et C qui vaut 1. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand K vaut 2, qu'est-ce qui se passe? Quand K vaut 2, il va regarder si A2 est plus grand que 1. Ah bah oui, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, M va prendre la nouvelle valeur, c'est-à-dire A2. Donc, N va être égal à 2. Et C, lui, va être aussi égal à 2. OK. Quand K vaut 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, pareil, comme on a une suite croissante, en fait, on aura notre M qui va. Donc, le A3 va être plus grand que A2, et donc que M. Et donc, on va avoir M qui va prendre la valeur 3 et C qui va prendre la valeur 3. Bref, on se rend compte en itérant ce procédé que quand on a une suite comme ça croissante, donc 1, 2 jusqu'à N, eh bien, en fait, M au début vaut 1, et puis après il vaut 2, etc. En fait, il vaut N. À la fin, il va valoir N, et puis C va valoir N. Bon, donc là, on se dit, tiens, OK. Donc là, est-ce que ça, ce sera M? Est-ce que ça, ce sera C? À voir, ce sera peut-être l'autre. En fait, ce sera l'autre chose, vous verrez, on va le démontrer. C, ça va être en fait le rang où on obtient le maximum, et M, ça va être la valeur maximale. Donc là, on va voir comment. Donc là, je l'ai fait sur un premier exemple. Analysons un deuxième exemple. Si cette fois, je fais dans l'autre sens, je prends A1 qui vaut N, A2 qui vaut N-1, et A1 et AN, j'ai mis A1, mais là c'est AN. AN, alors là j'ai dû bugger, c'est AN qui vaut 1 ici. Voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, M vaut A1. Donc dans le premier cas, M commence toujours par A1, c'est-à-dire N. Donc là, ça vaut N. C vaut 1. Donc C vaut 1, OK. Et quand K vaut 2, qu'est-ce qui se passe? On a A2. On voit bien ici. A2, il est plus petit que A1. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien, en fait. Puisque ici, ils ne nous disent pas ce qui se passe quand... Bon, là, il ne se passe rien. Et donc, on a A2, on a M qui reste égal à 1, c'est-à-dire égal à N, et C qui reste égal à 1. Et en fait, tout le long, ça va être ça. Quand K vaut N, idem, on aura M qui vaut A1, qui vaut N, et C qui vaut 1. Donc là, si je remets ma liste, donc on a A1 qui vaut N, A2 qui vaut N-1, AN qui vaut 1. Bon. Et là, du coup, on observe dans ce cas-là que M vaut N et C vaut 1. Donc, il semblerait qu'en fait, le M, ça va être cette chose-là, et le C, ça va être cette chose-là. C'est-à-dire que ça va être la place, finalement, notre C, ça va être sans doute la place dans le vecteur colonne A, là, c'est la place où on a la valeur N. Exemple 3, je vous ai pris un autre exemple un peu plus court, quand N vaut 4, mais j'ai mis 2, 4, 1, 3, enfin j'ai pris un truc un peu aléatoire comme ça. Et du coup, pareil, en fait, on obtient à l'arrivée que M vaut 4 et que C vaut 2. Donc c'est exactement là ce qu'on observe. Là. M vaut 4 et C qui vaut 2. Bon, une fois qu'on a fait ces petits exemples pour comprendre, eh bien, on conjecture, grâce à ces 3 exemples, que M est toujours égal à N, et C, c'est le numéro de la composante du vecteur A qui prend la valeur N, c'est-à-dire AC égale N. Bon, et donc, quand je rédige, ici, on a donc voilà la rédaction que je vous propose, qui est un peu lourde, mais elle a plutôt une vertu pédagogique. Elle permet je pense, pour vous de comprendre. Même si au concours, j'aurais certainement été plus rapide. M prend d'abord la valeur A1 et C vaut 1.
Quand K vaut 2, A1 est comparé à A2, et si A2 plus grand que A1, alors M prend la plus grande valeur, c'est-à-dire A2, et C vaut 2. Mais en revanche, si A2 est plus petit que 1, alors M et C gardent leur valeur précédente. Ok, quand K égale 3, on répète cette comparaison. Et N prend une fois de plus la plus grande valeur, et en cas d'échange, C prend la valeur de K, c'est-à-dire le numéro de la composante du vecteur A qui possède la plus grande valeur entre A1, A2 et AK. Et oui. Et ce procédé est répété jusqu'à K égale N. Donc à l'arrivée, M prend la plus grande valeur de A1, A2, AN, c'est-à-dire M égale N, car A est rempli de façon équiprobable, comme le dit l'énoncé, avec des entiers de 1 à N. Et C, c'est le numéro de la composante de A portant la valeur N, c'est-à-dire c'est l'entier de 1N tel que AC égale N. Voilà, si on voulait bien le rédiger, on pouvait faire comme ça. Et donc du coup, la question B qu'on me pose en disant mais quel est le contenu de la variable C? Eh bien, le contenu de la variable C, déjà dit, hein, c'est l'entier de 1N tel que AC égale N. Ok. Donc là, après, ils nous font une façon beaucoup plus simple de procéder en mobilisant l'instruction find, qui permet de trouver à quelle place se trouvent les éléments d'une matrice satisfaisant au test proposé. Ils nous demandent de compléter. Alors là, ici, en fait, il suffit tout simplement de voir que C, c'est l'élément dans le vecteur colonne. Hein, donc, je vous reprends, enfin, le vecteur colonne ou ligne, peu importe pour Scilab. Donc, on a A1, A2 jusqu'à AN. Eh bien, on va chercher là-dedans la composante de A qui est plus grande que N-1, strictement. Ben, la composante de A qui est strictement plus grande que N-1, il n'y en a qu'une, c'est la valeur maximale, c'est N. Et donc, du coup, ça va permettre, en fait, cette commande-là va permettre de trouver la composante qui va porter le nombre entier N. Et donc, vous voyez que ça se faisait en quelques lignes. Donc, vous voyez, l'analyse ici du programme est assez classique, où il faut faire des tests pour essayer de comprendre, mais il fallait quand même un peu rechercher. En revanche, là, une fois qu'on a compris le B, le C, il vient tout seul. Vraiment, c'est une question qui vient tout seul. Et ça nous permettait, une fois qu'on avait bien compris ce Scilab, d'attaquer la partie sur les probas. Puisqu'avant, on faisait des choses avec les fonctions génératrices, un peu d'analyse, un peu de Scilab. Et là, maintenant, on va vraiment un peu réfléchir. Et là, c'était pas si simple parce que ici, la variable qu'on se propose d'analyser, xn, c'est en fait, ils nous le mettent ici. Alors attendez, là, le nombre d'affectations concernant la variable informatique C effectuée au cours du script présenté au début de la question 7, y compris la première, est aussi une variable aléatoire qu'on appelle xn. Ok, et les AI, là, c'est aussi des variables aléatoires à valeur dans 1n, évidemment. Ok, bon, et donc l'analyse de xn, ça va être un peu tordu. Bon, mais du coup, ils sont sympas, on commence simplement en disant, mais que vaut donner la loi de x1? La loi de x1, ici, on voit que n vaut 1, hein, donc A1 va valoir 1, et donc C va valoir 1, tout va valoir 1, donc x1 est la variable en fait certaine égale à 1, puisque on est dans l'intervalle qui 1, 1, donc 1, 1, c'est juste 1, quoi. Donc il n'y a pas ici de difficulté. Ensuite, ils nous disent montrer que xn d'oméga égale l'ensemble des entiers entre 1 et n. Alors là, on peut faire une méthode classique où on va dire au minimum xn prend la valeur blablabla, au maximum xn prend la valeur blablabla. Sauf que, en toute rigueur, nous, on ne veut pas juste montrer que le minimum vaut 1 et que le maximum vaut n, on veut montrer que xn d'oméga prend toutes les valeurs. Bon, et bien c'est là où, en toute rigueur, il faut procéder par double inclusion. L'inclusion dans un sens, elle est simple, puisque je dis effectivement, comme vous le faites, au minimum xn vaut 1. Et alors là, il faut prendre un exemple. Quand est-ce que xn vaut 1? C'est-à-dire, quand est-ce que C il n'y a qu'une seule affectation, c'est-à-dire C égale 1. En fait, on l'a déjà traité. C'est le cas où c'était dans l'ordre décroissant, c'était où on avait A1 égale N. Quand ici A1 vaut N, directement, en fait, au minimum, c'est ce que j'ai mis là, hein, au minimum, xn vaut 1, puisque dans ce cas-là, il n'y aura jamais d'échange. À chaque fois, A1 sera la valeur la plus importante, donc il n'y aura pas d'échange entre A1 et A2, A1 et A3, etc., comme on l'a vu dans la partie précédente. De même, au maximum, xn vaut n,
Et là, je prends un exemple, lorsque, je l'avais déjà pris, lorsque A1 vaut 1, A2 vaut 2 et AN vaut N. Bon, et dans ce cas, chacun des N-1 tours de boucle, alors je mets quoi ici? Dans ce cas, chacun va changer, C va changer de valeur, pardon. Et oui, à chacun des N-1 tours de boucle, à chaque fois, ici, on aura une valeur qui sera supérieure. Et donc, il faudra à chaque fois faire l'échange. Donc, du coup, C va changer de valeur N fois. Enfin, N moins une fois, mais comme elle valait, on a eu une première affectation, C égale 1, il ne faut pas l'oublier. Et bien du coup, N-1, il y a N-1 tour de boucle, plus cette première affectation, ça fait en fait que C va prendre N valeurs différentes. Donc, il y aura N affectations. Donc, on a bien ici montré qu'au maximum, Xn prenait la valeur N. Et donc, Xn de oméga, vu que forcément, c'est des entiers, on a des entiers naturels, on a Xn d'oméga qui est inclus dans un N. Maintenant, comment montrer l'inclusion dans l'autre sens? Là, c'est plus dur. Là, c'est un peu plus dur. On y va. Un N inclus dans Xn d'oméga, soit J appartenant à un N. Là, en fait, l'idée, c'est de prendre un élément de un N, donc J appartenant à un N, quelconque, et de montrer en fait que je peux trouver une suite telle que je vais avoir Xn qui va prendre la valeur J. Si j'arrive à montrer que Xn peut prendre la valeur J avec J quelconque dans un N, ben j'ai gagné. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Comment je fais? Il faut réfléchir. Et dire, mais comment je peux construire une suite où je vais avoir J affectation? Bon, je réfléchis. Et en fait, je me dis, tiens, vu que à chaque fois, j'ai observé que C, c'était le rang où il y avait l'élément le plus grand, déjà, je me suis dit, tiens, je vais mettre AJ égale N. Donc, je vais à la place J, je vais mettre ici la valeur la plus haute. Et avant, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait J-1 affectation en plus de la première affectation, de C égale 1, je vais les mettre dans l'ordre croissant. Et donc, c'est ce que je fais ici. J'ai mis A1 égale 1, 2, 3, etc. Et puis, à partir du moment où AJ va être égal à N, AJ sera la valeur la plus haute. Et du coup, derrière, je fais J plus 1, N-1 jusqu'à J. Vous voyez, ici, j'ai permuté. J'ai mis AJ égale N et AN égale J. Et bien, en fait, ici, entre les tours de boucle J plus 1 jusqu'à N, eh bien, il n'y aura pas d'échange puisque à chaque fois, AJ sera la plus grande valeur, c'est-à-dire N. Donc, c'est ce que je résume ici. Je dis, au cours du script, la première affectation, c'est C égale 1. La deuxième affectation, c'est quand K vaut 2, puisque A2 est plus grand que A1, et donc C vaut 2. La troisième affectation, c'est quand K vaut 3, etc. Bref, et là, je vois que la Jème affectation, c'est quand K vaut J et AJ vaut N, qui est plus grand que AJ-1. Bref, ici, on voit qu'après, derrière, il n'y aura plus d'affectation parce que AJ est la plus haute valeur. Et donc, Xn prend bien, dans ce cas-là, la valeur J. Et donc, j'ai bien formé une suite A1 à N telle que Xn égale J soit un événement réalisé. Donc, on vient de montrer que un N, vu que c'est vrai pour tout J, je viens de montrer que un N était bien dans Xn d'oméga. Et donc, par double inclusion, Xn d'oméga égale 1 N. Donc là, vous voyez, on a quand même une rédaction très costaude. Je pense que peu d'étudiants ont fait ça. Ça, c'est plutôt une rédaction, on va dire, parisienne. Si vous êtes sur un sujet très dur et que vous avez envie de gagner des points, c'est plutôt ça. Il faudra s'entraîner à faire ça. Voilà donc pour cette, notamment quand on a une question à part entière. 9a, montrer que. C'est une question à part entière. Donc 9b, déterminer P de Xn égale 1 et P de Xn égale N. Donc là, on a quoi? Là, fallait réfléchir. Donc là, vous voyez vraiment sur cet exercice que si on n'avait pas compris le Scilab, on était mal. Donc vraiment, ici, food for thought, comme on dit. Donc, essayez de le mémoriser. Xn égale 1 est réalisé si C n'a qu'une seule affectation. Quand est-ce que C n'a qu'une seule affectation? On l'a vu, c'est quand la première valeur du vecteur est la plus haute, c'est-à-dire quand A1 vaut N. Donc en fait, notre Xn égale 1, c'est tout simplement l'événement A1 égale N. Mais A1 égale N, comment je fais pour calculer la proba? Je vais faire un petit raisonnement par dénombrement. Je vais dire, il faut attribuer la valeur N à A1, j'ai un choix. Attribuer une valeur non encore choisie à A2, j'ai N-1 choix là. Et puis après, attribuer une valeur non encore choisie pour A3, j'ai plus que N-2 choix. Donc
là, vraiment, essayez de vous visualiser une espèce d'urne comme ça, où n, il va aller dans A1. Et puis après, par contre, il nous reste n-1 boule à placer comme je veux, sans remise, dans les n-1 cases restantes. Et donc, c'est en fait factoriel n-1. Ce qui fait, par règle de probabilité, vu qu'il y a factoriel n cas possible, ils nous l'ont mis dans l'énoncé, et bien que p de xn égale 1, c'est égal à factoriel n-1 sur factoriel n, c'est-à-dire 1 sur n. Bon, on se dit, ouais, peut-être qu'on est content, parce que là, on a du 1 sur n, peut-être que ça va marcher. P de xn égale n maintenant. P de xn égale n, là, quand est-ce que c'est à n affectation? Bon, et bien en fait, c'est à n affectation lorsque chaque variable agi est supérieure à agi-1. Et donc, ça veut dire c'est lorsque on a une suite comme ça croissante, A1 égale 1, A2 égale 2. Donc, vous voyez bien que les premiers exemples que j'ai faits pour un peu me familiariser avec le programme tout à l'heure, ce n'est pas si inutile que ça, parce qu'on les retrouve tout le long. Donc là, ici, eh bien, dans ce cas-là, quand est-ce que il n'y a qu'une seule permutation qui permet d'avoir 1, 2, n. Donc, du coup, le nombre de cas favorables, c'est 1. Et le nombre de cas possibles, c'est toujours factoriel n. Donc, p de xn égale n, c'était 1 sur factoriel n. Bon, après, en déduire la loi de x2, x3, c'est juste du calcul. Il n'y a pas de difficulté. La question C, alors celle-là aussi, elle est tombée, mais bon, je vais vous démontrer sur HC 2000, mais elle est tombée mais un nombre de fois. À chaque fois, c'est un peu différent. Ici, le système complet d'événements est différent, mais ça, ce genre de questions tombe quasiment. C'était tombé l'année dernière, encore tombé cette année. Bref, ça, vous devez savoir faire ce genre de questions. Bon, et donc ici, le problème, c'est que c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment avoir compris ce qui se passait. Donc là, on nous dit AN, déjà considérer le système complet d'événements AN égale N et AN plus petit que N. Déjà, il faut quand même préciser pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ici AN supérieur ou égal à N. Eh bien, en fait, c'est parce que AN d'oméga, c'est 1N. Donc, effectivement, AN d'oméga, si on peut le découper en disant, tiens, il y a les AN qui sont plus petits que N, strictement, et puis celui qui est égal à N. OK. Bon, donc ça, c'est facile. On dit, voilà, système complet d'événements de probabilité non nulle. Donc important là, parce que je peux du coup utiliser la formule des probas conditionnelles, la formule des probas totales, mais dans la version avec les sachants. Et donc, du coup, formule des probas totales, on a cette chose-là. Bon, et c'est là où après, on va faire un peu par. On va aller pas à pas comme ça. P de n égale n, on l'a déjà calculé, c'est le même raisonnement qu'au 9b, ça fait 1 sur n. P de n strictement plus petit que n, c'est en fait égal à 1 moins P de n égale n, donc c'est n moins 1 sur n. Donc ça, ces deux probas-là sont assez faciles à calculer. Mais c'est ces deux-là, les probas conditionnels, où il fallait quand même un peu réfléchir. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi là. Donc là, il s'agit de montrer quoi? Il s'agit de montrer que P de xn égale j, sachant à n égale n, ça vaut P de xn moins 1 égale j moins 1. Et donc là, il fallait se dire, OK, ça veut dire quoi ce truc? AN vaut n, ça veut dire que la plus grande valeur du vecteur, c'est n. OK. Mais ce qui veut dire que si la plus grande valeur du vecteur, c'est n, ça veut dire qu'il y aura un échange en dernier, si on a bien compris le Scilab, il y aura un échange sur la dernière, sur la dernière étape. Dans notre boucle, quand k vaut n, on aura un échange entre AN-1 et AN. Donc, il y aura encore une nouvelle affectation pour C. Et donc, vu qu'on veut au total qui est J affectation, ça veut dire que à l'instant juste avant, donc avant ce dernier tour de boucle, eh bien, en fait, il y avait J-1 affectation. C'est exactement ce qu'il va falloir dire avec des termes autres que ce que je viens de vous faire là, comme ça, en réfléchissant avec vous. Et donc, voilà comment on peut le rédiger. Si AN égale N est réalisé, alors la nème composante de A1 à N est la plus grande. Donc, au dernier tour de la boucle, il y aura une dernière affectation pour C. Et donc, si AN vaut N est réalisé, la probabilité pour que Xn prenne la valeur J est égale à la probabilité pour que lors des N-2 premiers tours de boucle, c'est-à-dire de 2 à N-1, il y ait eu J-1 affectation pour C.
Et donc, c'est pour ça qu'on a P de xn égale J, sachant n égale n, c'est égal à P de xn moins 1 égale J moins 1, parce que ça, c'est précisément le nombre d'affectations dont est sujet la variable C, dont est sujette la variable C, lorsque on a fait, lorsqu'on a un vecteur en fait avec n-1, n-1 composante. Donc ici, ce serait an-1. Et le an, il vient après. Donc, du coup, on avait ici ce résultat qu'il fallait vraiment justifier et avoir bien compris. Bon, et le dernier, là, pareil, on se pose la question, mais si an est strictement plus petit que n, ça veut forcément dire, si je réfléchis, hein, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez compris un peu ce qui se passe là, mais ici, on a en fait à chaque fois quand on avance dans le script, on a que AK est la plus grande valeur de A1 jusqu'à AK. Donc, AN-1, quand on arrive, donc AN-1 va prendre la plus grande valeur de A1 jusqu'à AN-1. Mais si on nous dit que AN est strictement plus petit que N, ben, ça veut forcément dire que le N, il est quelque part entre A1 et AN-1. Mais comme on sait que AK, c'est la plus grande valeur, c'est que forcément, AK porte, enfin AN-1, pardon, porte l'élément petit n. Donc ça aussi, il fallait comprendre. Enfin, je trouve que c'est pas si simple. Donc, du coup, comment je l'écris? Je dis voilà, si AN est plus petit que N, qu'est-ce qui se passe? Le script est conçu de telle sorte que AN-1 est nécessairement la valeur la plus élevée de A1 N-1. Et donc AN-1 vaut forcément N, ce qui ne peut pas être en dessous de N, puisque s'il était en dessous, ça voudrait dire que la valeur la plus élevée serait à la toute fin pour AN, mais sauf que AN est strictement plus petit que N. Ainsi, si AN est plus petit que N, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de nouvelle affectation dans le dernier tour de boucle, puisque la plus grande valeur, elle est en AN-1. Et donc, ici, hein, il n'y aura pas de nouvelle affectation pour C lors du dernier tour de boucle. Ainsi, le nombre d'affectations de C lors des N-2 premiers tours de boucle sera le même que lors des N-1 tours de boucle. Et donc, c'est fini. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on aura bien notre P de xn-1 qui va valoir à J. Ce sera la même chose, en fait. P de xn égale J, sachant N plus petit que N, et ben c'est P de xn-1 égale J. Il y aura le même nombre d'affectations sur les N-1 premiers échanges et sur les N premiers échanges. OK. Bilan, on a bien P de xn égale J, I égale J, pardon, qui vaut le résultat. Donc là, vous voyez, on avait une question, je vous dis, très importante, qui tombe tous les ans, etc. Sauf que là, il fallait quand même y arriver. C'était pas si simple. J'ai pas fait, donc comme Damien, je n'ai pas fait là ici la question 4, c'est du calcul, donc bon, vous vous amuserez à le faire. Bon, et puis là, établir la relation en vérifier que la formule est vraie pour J égale 1, ok, donc on vérifie. Établir la relation. Ok. Bon, là, établir la relation, on se doute bien qu'il va falloir se servir de ce qu'on a fait là. Bon, et bien, je le fais. Et bien, allons-y. Donc, ici, comment je fais? En fait, l'idée, vu que cette relation-là, qui est ici, elle est vraie pour J appartenant à 2n, attention, ici, il fallait faire attention. Il fallait sommer. Donc, déjà, je prends un n plus grand que 2, et puis il fallait sommer sur 2n. Je ne peux pas sommer sur 1n, puisque c'est interdit ici. Donc, j'y vais, je somme sur 2n. Et là, après, ben, je fais le nécessaire pour qu'à l'arrivée, j'ai à gauche, ça parte de 1 et non pas de 2. Et puis à droite, faire apparaître ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent faire apparaître du Gn-1 de t. Donc là, je suis pas loin de Gn-1 de t, sauf que là, j'ai J-1, pas de problème, je fais un changement d'indice. Mais en faisant un changement d'indice, j'ai du Tj plus 1 ici qui apparaît, pas de problème. Je veux du Tj, moi, qu'est-ce que je fais? Je sors un T, c'est ce que je fais là. Hein. J'ai sorti un T quelque part, je sais plus où. Voilà ici, T sur N, là, voilà. Ici, vous voyez, je sors un T, et là donc j'ai bien Gn-1 de T ici. Bon, et là, c'est plus compliqué, ça part de 2, parce que je n'ai pas fait de changement d'indice ici, puisqu'on a J, donc on ne veut pas le toucher, ça. Donc, mais ça part de 2, donc il faut que je rajoute le terme en 1, parce que moi, je veux que ça parte de 1. Et puis là aussi, ça va jusqu'à n, mais pas de problème, vu que xn-1 de oméga, c'est 1 n-1, je n'ai pas besoin du terme en n.
il vaut 0 en fait. La probabilité que x de moins 1 soit égal à n, ça vaut 0, donc je peux le sortir. Bref, et donc du coup, le seul problème, c'est qu'ici ça part de 2 et moi je veux que ça parte de 1. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je force le destin. Je rajoute le terme en 1 et je l'enlève pour que ce soit égal. Et comme par magie, ce terme en 1 ici, c'est ça qui est sympa, quand je fais le calcul, ça va être le terme que je vais passer de l'autre côté. Et en fait, ce terme que j'obtiens ici, c'est le premier terme de cette somme. Je le vérifie, mais c'est hyper simple à vérifier. C'est exactement le premier terme de cette somme, puisque j'ai fait le calcul déjà, p de xn égale 1. Je l'ai déjà démontré. Ça valait 1 sur n. Et donc là, on a bien 1 sur n, regardez. n-1 sur n-1, ça simplifie, youpi, ça fait 1 sur n. Donc, on a ce résultat, hein, une question technique, mais tellement classique. Là, moi, je me serais battu aussi pour trouver les points. Bon, ensuite, en déduire que. En déduire que, donc là, là vu qu'on a une relation de récurrence et qu'on demande un truc sur le cas général, c'est une récurrence, donc ça, je ne vais pas la faire. Hein. Avec vous, vous la regarderez dans le corrigé, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait, j'ai mis OK récurrence à faire, donc ça vous amusera à le faire. Donc après, ils nous disent, en dérivant la relation étoile, trouver une relation entre En et En-1, puis montrer que En égale Un. Bon, ok, donc la relation étoile, c'est ce truc-là. Ok, j'ai appris à dériver des fonctions, donc je le fais. Quand je le fais, j'évalue après en 1, on obtient ce résultat. Bon, et après, on a un petit classique du concours. Ici, comment trouver En quand on a En égale à 1 sur n plus En-1. En fait, l'idée, c'était de passer, déjà, je remplace les n par des k. Je passe ça de l'autre côté, et après, je somme, et ça me fait une somme télescopique. Et donc, j'obtiens le résultat. Voilà, petite astuce sympa. Si vous ne voyez pas l'astuce, faites-le par récurrence. Hein. Là, on a une relation entre En et En-1. Montrez par récurrence que En vaut Un, et vous y arriverez. Hein, mais là, c'est un peu plus élégant. Ok, ensuite, on nous dit recherche d'équivalent. Recherche d'équivalent. Eh bien, recherche d'équivalent, on y va. Alors oui, petite subtilité là aussi. Là, la relation était vraie pour n plus grand que 2. Or, eux, ils veulent la relation vraie aussi pour n égale 1. Donc, il ne faut pas oublier à la fin de dire « et c'est vrai pour n égale 1 ». Attention, ces petites subtilités qui font du bien. Ok. Recherche d'équivalent de Vn. Recherche d'équivalent de Vn. En dérivant une deuxième fois la relation étoile, et ben je dérive une deuxième fois la relation étoile, et j'obtiens, alors ça c'est une question qui est quand même demande une bonne agilité calculatoire quand même, hein, puisqu'on obtenait donc bref des choses, voilà, en dérivant. Du coup, il fallait un peu repérer ce qui pouvait potentiellement nous aider, mais c'était pas simple. C'est-à-dire que là, j'ai cette forme-là, cette relation-là, mais après, pour voir le rapport avec Vn moins Vn moins 1, il faut la faire apparaître, quoi. Et là, Gn seconde 1 moins Gn moins 1 seconde de 1, ça je peux passer de côté, ça fait 2 sur n Gn moins 1 prime de 1. Et donc là, je le voyais là, ici. Bon, et du coup, je le remplace par ça. Mais après, il nous restait quand même, il y a des choses un peu, faut pas oublier que ça, c'est l'espérance, donc du coup, je peux le remplacer par En, mais En, c'est Un, donc bref, je le remplace par Un. Mais on obtenait un truc comme ça. Bon, là, il fallait un peu avoir l'idée de se dire, ah bah tiens, là, ça se télescope. Un moins 1, ça se télescope, ça fait 1 sur n. OK. On est content parce qu'il est ici. Mais après, il y avait du Un moins 1 carré moins Un carré. Bon, il faut faire apparaître une identité remarquable, je le fais. Et puis après, je trouve que c'était pas si simple. Ici, il fallait voir que on a du 2 sur n Un moins 1. Là, on va peut-être faire apparaître du Un moins 1, donc c'est ce que je fais dans la première, là. Et Un-1 plus Un-1 plus 1 sur n. Ça nous fait donc 2 Un-1 plus 1 sur n. Et après, ici, il y a fois moins 1 sur n. Donc bref, je développe, tout se simplifie. Et à l'arrivée, je suis heureux d'obtenir 1 sur n moins 1 sur n2. Mais franchement, pas facile de trouver la réponse. Donc bravo pour cet étudiant qui semble l'avoir trouvé. Moi, je trouve que ça demandait quand même du sang-froid à la toute fin de l'épreuve. En déduire que Vn, une relation entre Vn et Un et Hn. Bon, bien là aussi, j'ai la même technique de télescopage, je somme, et j'obtiens Un moins Hn. Et puis là, elle est encore vraie pour n égale 1. Et puis la dernière question, montrer que Vn est équivalent à Ln de n. Il ne faut pas oublier qu'on avait montré que Un équivalent à Ln de n, en plus l'infini. Donc il faut peut-être d'abord montrer que Vn est équivalent à Un.
Bon, et c'est là où ça ressemble à HEC 2000 que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, en fait, je fais UN moins HN sur UN, ça fait 1 moins HN sur UN. Mais HN, on a vu que ça convergeait vers un réel L. UN est équivalent à ln de n, donc UN va tendre vers plus l'infini, c'est une série de Riemann divergente, vers plus l'infini. Donc, du coup, HN sur UN va tendre vers 0. Et donc, je montre assez rapidement que UN moins HN sur UN tend vers 1. Donc, que UN moins HN équivalent à UN, mais UN équivalent à ln de n. Donc, on trouve le résultat. Voilà donc pour cette analyse du problème qui, vous l'avez vu, semblait ultra classique. Même à l'essai qu'en 78, on avait travaillé sur des fonctions génératrices. Eh bien, en fait, ça n'était pas si classique que cela. Il y avait cette partie Scilab qui nous embêtait parce que si on ne la comprenait pas, c'était plus compliqué. Donc voilà pour cette analyse. Merci pour votre écoute. Vous avez tout plein de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MyPrépa où vous aurez comme ça pas mal de pépites du concours qu'on analysera petit à petit. Merci pour votre écoute et à très bientôt.